Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial mode, visite du musée Yves Saint Laurent à travers les différentes collections et archives de l'un des plus grands couturiers du XXe siècle. Entre ciné et culture pop, Julien Fournier, membre de la Chambre de la haute couture, déploie son art de la mode sur les tapis rouges. Jean-Paul Gaultier invite Simone Rochat à revisiter ses archives selon ses propres codes, un défilé puissant. De la micro à la macro-broderie, Cyrielle Leclerc explore les limites de son art en sortant du cadre traditionnel. Qui aurait dit qu'une simple robe noire marquerait le monde du cinéma et de la mode? Plus de 50 ans après, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Connu pour des coupes impeccables et des créations féminines sophistiquées, le couturier Guy Laroche jouit d'une renommée internationale. On retrouve dans ses créations une élégance sobre et des lignes structurées, et c'est cela qui va pousser Mireille d'Arc à se tourner vers le couturier. Cette mannequin, que l'on surnomme la Grande Sauterelle, fait ses débuts au cinéma et a besoin de frapper fort. En effet, nous sommes en 1972 et Yves Robert réalise son dernier film d'espionnage, Le Grand Blond, avec une chaussure noire. Il décide de confier à Mireille d'Arc le rôle de Christine, une sorte de Mata Hari qui doit attirer dans son lit le héros gaffeur incarné par Pierre Richard. N'ayant que très peu de jours de tournage, l'actrice décide alors de choisir une tenue sulfureuse qui lui permettra d'attirer tous les regards lors de cette scène. C'est ainsi que Guy Laroche dessina spécialement pour elle la robe qui révéla la chute de rein la plus célèbre du cinéma français. Conservée depuis 2005 au Musée des Arts Décoratifs, cette pièce couture a vu son histoire perpétuée, notamment avec un défilé hommage en 2017. Entre perruque blonde et maxi décolleté, un clin d'œil audacieux avec des lignes qui n'ont pas fini de nous faire tourner la tête. Au cœur du 16e arrondissement se niche un écrin mode, le musée Yves Saint Laurent, dédié à un créateur dont les pièces iconiques continuent de marquer l'histoire. Ce lieu est un lieu mythique parce que l'ancienne maison de couture, aujourd'hui c'est le lieu de conservation de la collection de la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, qui est la plus importante collection d'œuvres du couturier. Nous parlons de plus de 9000 pièces textiles, une incroyable collection de dessins et 130 000 photos, dont vous avez ici une partie qui permet d'introduire à la vie et à l'œuvre de ce grand couturier du XXe siècle. Nous sommes en 1974 lorsque le créateur Yves Saint Laurent jette son dévolu sur cet hôtel particulier de l'avenue Marceau pour y installer les nouveaux bureaux de sa maison de couture dont la réputation n'est plus à faire. Comme à l'époque, le visiteur entre par l'escalier qu'empruntaient les clientes et se laisse glisser dans l'atmosphère feutrée de ses anciens salons. Les décors sont restés à l'identique avec cette même moquette verte, ce style Napoléon III. C'est un style qui lui est cher. C'était un grand lecteur de Proust et il était fasciné par tout cet univers, cette aura romantique qu'il y avait autour de cette architecture ou de cette littérature. Accroché au mur, on y retrouve aujourd'hui des pans marquants de sa vie, de sa carrière et de son œuvre, comme la lettre écrite au rédacteur en chef du magazine Vogue, Michel de Brunoff, qui lança la carrière du jeune homme auprès de son mentor Christian Dior, ou encore les croquis de ce dogno en dentelle aux lignes sensuelles, témoignage de son génie créatif. C'est un modèle que, vu de face, est extrêmement sobre, avec ce boutonnage central. Et lorsque le mannequin ou la femme qui le porte se retourne, tout d'un coup, il devient extrêmement sensuel, avec ce dos nu. Et cette ouverture réalisée en dentelle de Chantilly de la maison Brivet. La dentelle est une matière qui est, on pourrait dire, traditionnelle, mais la nouveauté, c'est l'usage de la dentelle. L'idée de vouloir créer des ouvertures sur le corps, sur le dos ou à des points qui sont extrêmement sensuels dans le corps de la femme, donnant donc un certain érotisme aussi et une certaine provocation. Génie provocateur, Yves Saint Laurent dénudait la
la femme et osé l'habiller de l'emblématique smoking masculin exposé ici dans sa version Bermuda. En 1968, Saint-Laurent donc, reprend le smoking. Il utilise, au lieu que la simple chemise blanche, une blouse entièrement transparente en cigaline, donc qui est cette matière transparente, un peu brillante et rigide. Mais il la rend très sensuelle en rajoutant, et très féminin en rajoutant ce nœud en satin. Et au lieu d'utiliser le pantalon classique, il utilise un Bermuda, donc en dénudant les jambes de la femme. Il est certainement précurseur. Lui-même disait, il regardait le style de la rue. Il sentait que quelque chose bougeait dans la société de l'époque et il reporte tout simplement ce qu'il voit autour de lui dans la haute couture. Yves Saint-Laurent sentait l'époque et l'a dessinée dans ce bureau entouré de ses livres d'art, de ses souvenirs et de ses objets fétiches. Le motif du cœur était un motif qui revient très souvent dans l'histoire de cette maison. Il fera réaliser d'ailleurs par le bijoutier chez Mama une broche en cœur avec laquelle il parera la plupart de ses mannequins. Cœur et cerveau de la maison Yves Saint-Laurent, le bureau conserve encore les croquis du couturier, des témoignages précieux qui en disent long sur les intentions artistiques du créateur. C'était un très très bon dessinateur. Parfois on a plus de détails. Il accessoirise par exemple ses modèles, chose qui n'est pas le cas de tous les couturiers. Des fois il représente les modèles en mouvement pour donner cette idée de fluidité de la matière, de tomber de la matière. En tout cas les anciens de la maison qu'on a pu consulter nous disaient que c'était très simple de lire les croquis d'Yves Saint-Laurent. Tout était là, tout était exprimé dans son dessin, donc c'était très facile pour les ateliers de travailler à partir de ces croquis. Lieu de transmission devenu lieu de conservation, le musée Yves Saint-Laurent fait ainsi perdurer l'œuvre du plus moderne des couturiers. Avec plus d'une décennie passée dans le monde de la mode et de la haute couture, le créateur Julien Fournier nous livre quelques-uns de ses secrets créatifs. Bonjour Julien. Bonjour Katharina. Julien, nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans dans cette émission, pratiquement jour pour jour. Et en 10 ans, se sont passées beaucoup de choses. D'abord, vous êtes devenu grand couturier en 2017, et ça, c'est pas rien. Mais au-delà de ça, vous vous êtes adapté à l'époque. Vous êtes un vrai personnage aujourd'hui qui déploie une énergie, une créativité incroyable. Qui êtes-vous aujourd'hui, Julien ? Alors aujourd'hui, après ces 10 ans de tourbillon terrible qui a été cassé par le Covid, je pense que je suis exactement qui je voulais être. J'ai 48 ans, je suis super bien dans mes baskets et je suis très heureux d'être à la tête de la maison Julien Fournier Haute Couture. Le Saint Graal d'avoir eu cette chance d'être grand couturier et d'être valorisé par mes pairs avec ce label a changé ma vie. Et depuis ces 3 dernières années, on est sur une ascension et sur une réinvention de la mode, de la création et du vêtement de mode. Qu'est-ce que signifie le vêtement pour vous ? Quelle fonction véritablement il a ? Alors, moi je pense que je ne fais pas de la mode. La mode ne m'intéresse absolument pas. C'est très bien pour du prêt-à-porter, consumériste et lancer des modes. Non, moi je crée des personnalités, des personnages. La maison Julien Fournier, c'est pour les hommes et pour surtout les femmes, puisque la haute couture, c'est dédié de toute façon aux femmes. C'est des gens qui viennent se définir à travers mon travail, c'est des gens qui viennent se poser à mes côtés, qui viennent raconter leurs besoins de représentation. Et je suis là pour les accompagner dans leur sparkling, dans leur émotion et pour les aider à les définir. Une définition qui passe comme toujours pour Julien Fournier par la culture pop et cinématographique. De Disney en passant par Hitchcock et les comics, ou des films d'épouvante et d'horreur qui imprègnent chacune des collections du grand créateur. Moi, j'ai eu un grand choc dans ma vie, c'était Dracula de Francis Ford Coppola. La silhouette de Mina avec ses manches gigots dans ce jardin anglais
ça m'a complètement fascinée. Et pour cette collection First Vamp, j'ai créé un espèce de trompe-l'œil de robe fourreau années 40 avec un top un peu surdimensionné avec des manches gigots géantes. Des structures de silhouettes caractéristiques et volumineuses que l'on retrouve systématiquement dans ces croquis. Et pour allonger, c'est pas compliqué, c'est des histoires de proportions. Les histoires de proportions, c'est d'avoir des tailles marquées, des hanches arrondies, fuseler les robes, donner un peu plus d'épaules. C'est vraiment agrandir les corps, c'est les super-héroïser. Je pense qu'on a besoin d'être prêt à affronter le monde. Et comme le vêtement, de toute façon, est un message non verbal, il va donner ton intention quand tu vas arriver dans une pièce. Et puis, c'est à moi d'aider la personne à créer le vêtement qui va l'aider à donner l'intention quand elle va rentrer dans la pièce. Ça, c'est mon boulot. Donc là, on passe les fils. On passe les fils et après, on peut envoyer, on va faire les calques et après, on fait les broderies. Ok. Des intentions précises qui naissent grâce à un sens aigu du détail et à une recherche constante de savoir-faire français unique. Comme sa collaboration avec le célèbre plumassier Julien Vermeulen pour cette robe iconique inspirée de l'univers de Tim Burton et des années 40. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un métier à tisser, un vrai métier jacquard. Et en fait, toutes ces choses un peu brillantes sont des plumes prises dans des perles à écraser, dégradées, on parle de l'or jusqu'au canon de fusil. C'est ça qui est très très joli parce qu'on a l'impression que cette lumière apparaît du bas vers le haut et du coup enjolive la silhouette. Et après, il les a tissées avec un fil de viscose et un fil de coton sublime. Et c'est la magie qui opère. Un travail titanesque de 3 mois consacré à la seule fabrication du textile, suivi de 2 mois à l'atelier pour fabriquer cette robe de la collection First Vamps. Tous vos défilés parlent d'émotions de la première fois. Oui. First Sunshine, First Shield, First Vamp. C'est quoi cette émotion de la première fois? Elle est très importante. Beaucoup de personnes ont besoin d'aller s'allonger sur un canapé. Moi non, figurez-vous. Parce qu'en fait, c'est ma psychanalyse. En fait, c'est ça, First quelque chose, c'est que je m'octroie la chance de travailler par rapport à une nouvelle émotion. Donc First Vamps, parce que c'est ces espèces de femmes vampires. First Shield, c'est ces femmes boucliers contre la guerre. First, c'est une découverte sur moi-même. Et donc, c'est ma psychanalyse. Alors Julien, à votre niveau, est-ce que l'accident existe encore? Est-ce que l'accident crée des surprises? Alors l'accidentalité est essentielle dans nos métiers et c'est pour c'est pour ça qu'il faut passer notre vie dans les ateliers. Une collection ne se fait pas devant un bureau seul. Comment elle se fait cette collection? Elle se fait avec un iPad Pro sur le bras, dans l'atelier, à côté de Madame Jacqueline et de mes équipes, en train de dessiner, en train de voir une toile qui ne me plaît pas. Et je dis non, on transforme, ça c'est un accident, mais ça devient intéressant. Je redessine derrière et c'est qu'une évolution. Il y a un moment, il faut un climax qui va figer les choses pour dire bon ça y est, on a la collection, maintenant on la lance. Mais limite, ça ne m'intéresse plus. Parce qu'elle est dans votre tête, elle existe déjà. C'est la prochaine qui est intéressante. Et pour sa prochaine collection, le grand créateur souhaite revisiter Marie-Antoinette au sein du décor mythique du musée Grévin. Pour moi, la première grande modeuse, un peu comme une Kim Kardashian, ça aurait été Marie-Antoinette. Et c'est une femme qui a osé les tendances avant tout le monde. Elle a porté la première les plateformes shoes, des volumes insensés. Elle aimait se déguiser. C'était une jeune fille qui s'amusait, en fait, qui était très libre et on lui a reproché. Donc ça ne peut être qu'une égérie Julien Fournier. Pour que ces idées débordantes fleurissent et prennent vie sur les podiums, cela commence toujours par une réunion d'équipe avec son atelier. Donc, je me suis dit, Mère Antoinette rock. Donc c'est un corps tout en illusion avec des tatouages Marie-Antoinette. Elle porte ça. Tu vois, on va faire un ex-voto d'un cœur avec une couronne. Et puis là, il y aura une fleur de lys. Et puis là, il y aura des ornementations. Et il y aura écrit, évidemment, sur l'autre cuisse, Louis Forever. Yes. Bah ouais. Et pour concrétiser ses idées les plus farfelues, Julien réserve souvent à ses collaboratrices des surprises pour le moins détonnantes. Est-ce que vous allez mettre votre treillis, on va le laquer, nous deux, dans une machine à laquage. Mais non. Bah si. Fait carrément bien, ok. Sa première d'atelier, Jacqueline, est habituée aux folies du créateur. Cela fait maintenant 15 ans qu'elle collabore avec lui. C'est ça qui est agréable, c'est de réaliser ses rêves.
Quand il rêve d'une robe, là, il faut être dans sa tête pour voir comment elle est faite. Et c'est vrai qu'elle ne l'arrête jamais dans sa créativité. J'aurais du mal à travailler avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il est proche de nous. Il est très proche de son atelier. Et ça, je crois que c'est pas partout pareil. Hein. C'est son univers, c'est son bébé, c'est sa vie, c'est ses robes. Et j'ai toujours connu comme ça. Tout le temps. L'atelier de création, fruit de sincère soutien de longue date, a fait naître une trentaine de collections jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de très fidèle, Julien, parce qu'on s'est retrouvés dans ces locaux il y a 10 ans avec Madame Jacqueline. Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ouais. C'est très important, cette notion d'équipe. C'est une famille, hein, c'est plus une équipe. Non, je suis le chef d'orchestre de gens formidables, qui sont force de proposition, qui sont force d'affection et qui sont là à mon écoute et qui transcendent mon travail. Je suis un peu control freaks, je pense, mais plus j'ai les bonnes personnes à mes côtés et plus je laisse les choses se dérouler aussi à leur manière. Vous leur donnez beaucoup de liberté? De plus en plus d'autonomie, surtout quand j'ai les meilleurs à mes côtés, surtout quand j'ai les bonnes personnes qui comprennent. Au contraire, j'adore être challengée sur mon travail. J'adore ça. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à un jeune créateur qui se lance? Si tu veux faire ce métier, si tu veux être un grand couturier, il faut que ça soit viscéral. Si tu n'as pas ça dans le sang, tu fais pas ce métier, sinon tu échoues. Ça ne peut pas fonctionner. Julien, si on se retrouvait ici dans 10 ans, qui serez-vous? Qu'est-ce que vous serez devenu? Je serai dématérialisé. On m'aura 3Difié et on aura fait un avatar. Et tant mieux, hein, parce que les vieilles barbes, ça va. Jean-Paul Gaultier a trouvé le secret de la longévité. Il a ouvert ses archives haute couture à l'Irlandaise Simone Rocha pour un rendu détonnant. Comment continuer de faire vivre le patrimoine d'une grande maison? Réponse avec Jean-Paul Gaultier, qui met son département haute couture au service de la création contemporaine. Une façon de faire vivre son héritage dans le monde d'aujourd'hui, sans tomber dans le piège des archives immobiles. Chaque saison depuis 2020, le couturier ouvre les portes de son atelier à un nouveau créateur, chargé de livrer son regard sur les archives de la maison. Pour le printemps-été 2024, c'est l'Irlandaise Simone Rocha qui s'en charge. Adepte d'une mode à la fois romantique et subversive, elle s'est fait connaître pour sa façon particulière de jouer avec la corsetterie, la transparence et la délicatesse. Dans ses collections, les codes de la féminité traditionnelle, tels que les nœuds, les fleurs ou la dentelle, sont sans cesse retravaillés au service d'une mode puissante qui tire sa force dans l'essence même de cette féminité. Les silhouettes sont à la fois délicates et solides. Les détails évoquent une vision romantique de la femme, mais les formes et les matières la soutiennent, construisent des armures autour du corps. Chez Simone Rocha, pas besoin de choisir entre la sensibilité et l'assurance. La créatrice nous sert les deux sur un plateau. Au passage, elle revisite avec brio les codes de la maison Jean-Paul Gaultier, où le vêtement libère le corps et vice-versa. Elle rend hommage à la célèbre collection tatouage du créateur, qu'elle revisite en broderie et en application, et réinterprète le corset en robe de cocktail ou décoré de fleurs en porcelaine. Enfin, la figure du marin est retravaillée selon ses propres obsessions, où les rayures de la marinière deviennent des rubans délicats. Les univers des deux créateurs se rejoignent sur le travail du crochet irlandais. Inspiré par des pièces d'archives imaginées par Jean-Paul Gaultier pour la chorégraphe Régine Chapineau, Simone Rocha réalise des robes spectaculaires couvertes de fleurs et d'argent. En lui ouvrant les portes de ses ateliers haute couture, Jean-Paul Gaultier permet aussi à une créatrice de prêt-à-porter d'emmener son propos de mode encore un peu plus loin. Elle se frotte au canon de la couture en y injectant de la subversion, mêlant la robe de bal à des références fétichistes ou à des constructions sportswear.
Et c'est peut-être à ça que sert le patrimoine, une fois mis au service d'une jeune garde inspirée par l'air du temps. En continuant de le faire vivre, tout en faisant bouger ses lignes, c'est l'idée même de la haute couture qui évolue. Descendue de son piédestal institutionnel, elle redevient un tremplin pour faire circuler les idées sans jamais cesser de nous émerveiller. Volume, mélange de matière et expérimentation, Cyrielle, la fondatrice de PL Studio, floute les limites de la broderie traditionnelle et développe un univers poétique. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'aller explorer les matières. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, les textures. Me dire que je pars d'une technique, par exemple, qui est à la base le point de croix, j'en parle énormément à une toute petite échelle et me demander comment je peux l'amener sur des énormes échelles, donc comment on va remplacer le fil, qu'est-ce que ça va donner, explorer, faire plein de tests, ça j'aime beaucoup. Et après, au-delà du côté vraiment artisanal et travailler la matière et la broderie, j'aime beaucoup travailler avec les clients. Faire plusieurs tests d'affilée pour arriver vraiment à ce que le client a en tête, parce que c'est difficile à communiquer une broderie ou une texture de broderie ou de tissu. Et vraiment faire tous ces tests et arriver vraiment à ce qu'il avait en tête et qu'il soit content, ça c'est vraiment le truc qui est super. Par sa grand-mère, avec ses petites mains d'enfant, Cyrielle Leclerc explorait déjà la couture, la broderie et le volume. Après un diplôme aux Arts appliqués de Paris, elle travaille dans la scénographie et rencontre en 2012 une brodeuse avec qui elle fonde l'atelier PL Studio. Aujourd'hui seule à sa tête depuis 2019, Cyrielle continue les explorations. J'ai un grand attachement à la tradition, donc j'aime bien aussi que dans ce que je fais, on sente ce côté traditionnel des points et assez simple finalement, parce que la broderie c'est quelque chose qui était pratiqué par toutes les femmes le soir avant, voilà, pour faire des objets en général qui avaient du sens, qui allaient être décoratifs, qui allaient être transmis, voilà. Et l'idée de la moderniser, c'est de l'amener vers d'autres usages, c'est effectivement d'aller faire des recherches dans les rendus, les textures, les matières qui vont sortir un peu du cadre habituel. Sortir du cadre, explorer, mélanger les matières et créer des volumes font partie de sa pratique. Après avoir dessiné son modèle sur un calque, Cyrielle vient le piquer avant de le placer sur le tissu et étaler une poudre bleue qui, en passant à travers les petits trous, fera apparaître les contours. Commence alors le travail de broderie, ici un point de croix démesuré avec un tissu très épais. J'appelle ça un peu la broderie sportive parce que il faut vraiment des grosses aiguilles pour passer les matières. Et là, en fait, on va plus broder du fil, mais vraiment de la bande de tissu qui va créer des matières. Donc ça fait mal aux doigts. C'est vraiment un investissement de tout le corps. Mais ça permet de faire vraiment des textures qui sont très chouettes et qui prennent d'autres échelles. Donc ça, c'est vraiment ce vers quoi je travaille. C'est ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment. Des explorations qui laissent place à une surprise perpétuelle. Sur cette technique-là, c'est qu'on a beaucoup de surprises en fonction du tissu qu'on va utiliser. On va pas avoir du tout le même drapé qui va se créer dans la bande, les mêmes petits fils qui vont dépasser. Donc il y a vraiment cette surprise sur les matières qui est hyper chouette, mais qui fait qu'on doit faire beaucoup de tests, quoi. Voilà, à chaque fois il faut faire des tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Et tous les tissus ne supportent pas aussi qu'on passe des grosses bandes dedans. Donc là c'est vraiment de la recherche pour voir ce qui fonctionne. Si Cyrielle travaille l'infiniment petit, elle crée de plus en plus de pièces monumentales, une autre façon d'appréhender son médium. Et l'œuvre monumentale, c'est extrêmement différent. Si on utilise une échelle de broderie traditionnelle avec des petites perles sur une œuvre monumentale, alors déjà ça prend un temps infini, mais ce qui n'est pas impossible. Mais moi j'aime bien le travailler avec cette dimension presque scénographique, c'est-à-dire que c'est fait pour être vu de loin. Et du coup on travaille aussi l'échantillon, même quand il est petit, pour le voir de loin. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce mouvement de recul à regarder l'échantillon de très loin à l'autre bout de la pièce, en se disant est-ce que
ce qu'on fait se voit? Est-ce qu'il y a quand même la perception de ce travail de la broderie de loin? C'est hyper important. Et pour autant, est-ce que ça fait un effet de loin? Donc c'est tout ce jeu sur la distance qui est très important. Sollicitée par des décorateurs d'intérieur, des architectes et des marques de luxe pour imaginer des vitrines, Cyrielle aborde cet artisanat avec beaucoup de respect et le guide vers une dimension plus architecturale. Version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial mode vous a plu. On se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!